Commit After Work. Der Business Talk wird präsentiert von Commit, der idealen Softwarelösung zur digitalen Pflege von euren HR-Daten. Und von Reif AG aus eurer Region. Wir machen Qualität sichtbar. Mesdames et messieurs, bienvenue à Commit, le After Work Business Talk ici sur Télébilingue. Aujourd'hui, nous allons parler d'innovation, de courage et du besoin de regarder à l'avenir, d'aller en avant. Je suis très heureuse d'accueillir mon invité d'aujourd'hui, Alexandre Pochard, le CEO du CSEM du Centre Suisse d'Innovation Technologique à Neuchâtel. Soyez le bienvenu au studio. Bonjour, merci pour l'invitation. Merci à vous d'être ici. Alexandre Pochard, vous avez 53 ans. Ça fait 4 ans que vous êtes CEO donc, du CSEM. Vous avez grandi à Châtel-Saint-Denis, dans le canton de Fribourg. Vous êtes physicien de formation. Vous avez étudié à l'ETH à Zurich. Et vous avez ensuite fait votre doctorat à Lausanne. Vous êtes marié et père de 2 filles adultes. Ma première question que je pose en fait à tous mes invités, où en êtes-vous dans votre vie en ce moment ? Eh bien, dans une période passionnante, palpitante, puisque au côté professionnel, nous venons de fêter les 40 ans du CSEM, donc nous avons eu là l'opportunité de célébrer cet anniversaire. Et puis au niveau privé, là également, puisque nos 2 filles sont de plus en plus indépendantes, elles ont leur appartement, elles sont aux études. Et donc, tant au niveau professionnel que privé, ce sont des périodes intéressantes. Ça fait 4 ans donc, que vous êtes CEO du CSEM. Qu'est-ce qui vous a attiré ce job? Qu'est-ce qui a fait que vous avez pensé, oui, ça serait quelque chose pour moi? Je pense que c'est vraiment la diversité des domaines qui sont traités au CSEM, cet aspect microélectronique, cet aspect environnement, ces éléments que nous traitons avec cette proximité avec l'industrie qui m'ont tout de suite convaincu. On va parler tout à l'heure aussi de l'entreprise, bien sûr. J'aimerais encore rester un moment dans votre vie personnelle. Donc, vous avez grandi dans un petit village de 300 personnes, vous m'avez dit, avec vos 2 frères et vos parents, et dans une maison, en fait, qui était la résidence d'été d'une comtesse. Peut-être russe, peut-être pas, on ne sait pas vraiment. C'est fascinant. Alors, une maison, une résidence d'été d'une comtesse, elle est comment, cette maison? Alors, elle est vraiment magnifique, mais quand mes parents l'ont reprise, elle était totalement... elle était vieille, elle n'était pas habitable. Et en fait, c'était un projet de vie de mes parents qui, pendant plus de 20 ans, l'ont rénové, l'ont retapé. Et puis j'ai des excellents souvenirs de ces étés passés à les aider ou des week-ends où on a dû travailler sur la maison pour lui redonner sa gloire d'antan. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, comme travail dans la maison? Alors moi, j'ai aidé mon père, que ce soit pour la peinture, que ce soit pour creuser les tranchées. On a quasiment tout refait dans cette maison-là. Et c'était un vrai projet de famille qui était aussi bon pour nous souder. Parce qu'en fait, là, vous travaillez avec les mains et pourtant, après, vous avez fait des études où on utilise beaucoup la tête, la physique. C'est je crois que un contraste. Je ne suis pas forcément très bon avec mes mains. D'ailleurs, aussi pour ça que c'est mieux que la maison soit allée à mon frère, qui, lui, est beaucoup plus capable de l'entretenir. Et puis, oui, j'ai toujours une inspiration pour comprendre, aussi pour la théorie, pour la physique. Et donc, des sujets que j'ai poussés avec beaucoup d'intérêt. Vous êtes le plus petit de 3 garçons. Qu'est-ce qui vous a marqué de cette constellation? Donc, qu'est-ce que vous avez pris peut-être aussi comme trait de caractère? On dit souvent que les plus petits sont les plus audacieux, qui n'ont peut-être pas autant peur que les plus gros. Est-ce que c'est le cas chez vous? Non, je ne crois pas particulièrement, mais mes frères étaient quand même plus âgés que moi, 4 et 6 ans de différence. Et donc, naturellement, j'étais un petit peu moins en contact avec eux que j'ai pu l'être avec mes parents ou avec d'autres amis. Mais quand même d'excellentes relations avec mes frères qui ont chacun fait un joli parcours. Vous avez une enfance heureuse alors, j'imagine. Très heureuse, oui. Beaucoup de chance. Vous avez un parcours professionnel qui a pris un tournant assez inattendu. Après vos études, en 1999, vous êtes allé à une conférence de travail à San Francisco et vous êtes revenu avec 2 offres de travail dans la valise, si on peut dire ainsi. Une des offres était dans un laboratoire renommé à Princeton et l'autre dans une start-up inconnu dans le Silicon Valley en Californie. Vous avez choisi l'inconnu, le start-up, donc le laboratoire, pas le laboratoire prestigieux. Est-ce que vous aimez prendre des risques?
C'était la période aussi des années 2000 où il y avait une exubérance irrationnelle, comme l'a dit Alan Greenspan, et c'était une période de dynamisme énorme. Et puis je crois avoir toujours eu cet intérêt d'un côté pour la Silicon Valley parce que c'est là que les grandes innovations technologiques, la découverte des semi-conducteurs et des circuits intégrés a eu lieu. Parce que c'est là qu'il y avait une culture de l'entrepreneuriat la plus développée, et aussi parce que, c'était un argument pour mon épouse aussi, la météo est magnifique, on avait 10 mois de soleil par année, et puis une qualité de vie qui était extraordinaire. Donc ces deux facteurs-là ont joué. Et pourtant, vous veniez de louer un appartement assez coûteux, je crois, en Suisse, donc vous avez dû vraiment vous organiser de nouveau. Je crois même, pendant un moment, vous avez fait les voyages Suisse, États-Unis assez réguliers, comme un pendler, on dit en suisse allemand, quelqu'un qui fait les trajets. Là, j'ai dû effectivement tester un peu les limites de la patience de mon épouse, parce que on a loué très rapidement un appartement sur place aux États-Unis, en Suisse. Et puis, à peine on s'est installé, on est allé chez Ikea acheter les meubles, que le cofondateur de la start-up vient me voir et me dit « Écoute Alexandre, la salle blanche n'est pas prête, donc dans les prochains 12 à 18 mois, tu vas devoir aller travailler à San Diego, qui est à 1h30 d'avion. » Et donc, j'ai dû annoncer à mon épouse que pour la prochaine année qui allait suivre, j'allais partir tous les lundis matins et rentrer le vendredi soir, alors qu'elle était seule dans cette grande ville, ne connaissait personne, et puis parlait encore pas trop bien l'anglais. Donc, c'était un petit test de la solidité du couple. Et que vous avez, que vous avez passé qu'elle a les relevé. deux. Exact. Alors, on vous voit ici, sur cette image, on voit votre équipe avec un gâteau. L'entreprise s'appelait Nova Crystals. Que faisait exactement l'entreprise? Alors, la start-up développait des petites puces optiques, des lasers. Et puis moi, je travaillais sur des détecteurs de lumière. Et donc, l'objectif de ces puces était de permettre des communications à très très haute vitesse pour le domaine des télécommunications. Et c'est ça que l'entreprise a poussé avec différents tours de financement. D'abord 30 millions la première année, en 2000, puis 2 fois 15 millions en 2002, avec une période de croissance assez magique où nous engagions chaque semaine de nouveaux collaborateurs, où il fallait toujours trouver de nouveaux locaux, se développer. Et puis, après 2 ou 3 ans de croissance exubérante, et bien, comme tout le reste du marché télécom, il y a eu l'explosion de la bulle. Et puis là, on a dû passer par une deuxième période extrêmement intéressante, de décroissance, où on est passé d'abord, on est passé de 6 employés à 150, puis de 150 à 30, avant que l'entreprise soit vendue. Donc ces deux phases de croissance extrême, mais aussi de décroissance rapide, ont été pour moi très, très formatrices. Qu'est-ce qui est plus difficile, la croissance ou la décroissance? Alors, au niveau humain, clairement la décroissance, puisqu'on a dû licencier une grosse partie des équipes. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans le domaine qui a été conservé. Tout le domaine des lasers, qui était le focus principal de l'entreprise, a été arrêté par décision du board. Et puis, l'activité que je menais, d'abord tout seul, puis avec une équipe de 10, 20, 30 personnes, a pu se développer. Et c'est ce qui nous a permis de tenir encore 2 ans et puis de vendre la société. Donc, c'était un joli défi. Vous étiez donc au Silicon Valley, vraiment quand ça a commencé aussi à être dans la bouche de tout le monde, le Silicon Valley. Qu'est-ce qui vous a pris la Californie ou le Silicon Valley pour votre profession, pour votre vie professionnelle? Ce qui était vraiment passionnant, surtout à cette époque-là, c'est le dynamisme. C'est-à-dire que je travaillais principalement avec des immigrés comme moi, qui venaient de Chine, de Taïwan, de Singapour, d'Europe de l'Est et d'Europe. Des gens tous très bien formés. Et donc il y avait une volonté de réussir quelque chose ensemble. On savait tous que si ça ne marchait pas, on pouvait rentrer à la maison, mais une volonté de réussir. Et donc les gens tous travaillaient beaucoup, étaient très impliqués, étaient stimulés. Et cette énergie qui régnait, en tout cas pendant cette période-là, m'a beaucoup marqué. Cette capacité d'entreprendre, de pouvoir avancer, de prendre des initiatives. Et ceux qui, justement, étaient capables de prendre des initiatives étaient généralement récompensés. On dit maintenant que le Silicon Valley, c'est un peu le nouveau Wall Street, qu'avant c'était vraiment le monde financier qui avait un pouvoir, et maintenant c'est en train de changer. On voit aussi que Donald Trump, le prochain président des États-Unis, compte beaucoup avec des gens du Silicon Valley. Qu'est-ce qui va changer, vous pensez, pour votre domaine, pour l'innovation, pour la technologie, avec le président Trump?
On peut, j'imagine, voir plus de libéralisme, plus de laisser-faire dans des domaines comme l'intelligence artificielle, qu'il va certainement ne pas vouloir limiter. Et donc, ces sociétés qui sont déjà extrêmement puissantes vont le devenir encore plus, vont certainement se développer encore. Et puis, on verra ce que ça va donner. Mais certainement beaucoup de développement possible encore. Alexandre Pochard, quand on parle du CSEM, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est. Ils savent peut-être que c'est quelque chose qui a à voir avec l'innovation. Pourtant, l'entreprise est impliquée dans beaucoup de choses que nous utilisons au quotidien. Si vous deviez expliquer avec peu de paroles à un enfant que fait le CSEM. Pour moi, c'est très très simple. On développe de nouvelles solutions et on les transfère à nos partenaires industriels. Donc on a un premier pilier qui est la recherche appliquée, où on essaye avec nos partenaires et à l'interne à développer des nouvelles solutions. Et puis, on collabore directement avec des entreprises pour transférer ces solutions qui deviennent des produits qu'on peut rencontrer ensuite dans nos vies quotidiennes. On va voir quelques-uns de ces produits. Je voulais encore dire, vous avez 6 sites en Suisse. Il y a vraiment 6 lieux où le CSM est actif. Vous avez 600 employés. L'entreprise a aussi quelque chose à voir avec notre région, même si vous êtes le headquarter à Neuchâtel, mais l'histoire vient un peu du Seeland et du Jura bernois avec l'industrie horlogère. Et on peut dire aussi, comme beaucoup de bonnes choses, le CSEM a grandi ou a commencé à exister dans une situation de crise. Il y a 40 ans, l'industrie horlogère était en crise. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu quel était le problème? Les téléspectateurs se souviennent de cette crise horlogère qui, entre les années 70 et la fin des années 80, a fait des ravages dans l'arc jurassien, avec plus de 2 tiers des emplois perdus. On est passé de 90 000 à 30 000 emplois horlogers. On est passé de 1600 marques à 600 marques en l'espace de quelques années. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que la Suisse n'a peut-être pas vu venir le sens de l'automatisation du quartz. Pourtant, c'est bien le CEH, qui est l'ancêtre du CSEM, qui a développé la toute première montre à quartz au poignet. Une jolie montre. Jolie montre. Et puis, c'est en 1969, en décembre, que les Japonais, notamment Seiko, ont sorti la première montre à quartz du commerce, suivie 4 mois après par une vingtaine de marques suisses. Donc la Suisse était vraiment au tout début de ces développements du quartz, mais malheureusement, eh bien, les Japonais ont exécuté ces technologies mieux que nous, et puis c'est eux qui en ont, pendant quelques années, tiré profit. Il a fallu attendre que le Swatch Group, notamment, vienne avec le concept de la Swatch, qui est une montre d'une extrême qualité, à très bas prix, réalisée de manière automatique, qui a permis à l'industrie suisse de reprendre des volumes et de reprendre aussi des couleurs. La Swatch aussi qui est dans le conseil administratif du CSEM. Vous avez aussi aidé à développer la première souris optique Logitech. Elle a été lancée en 1995 et vous avez, pendant 10 ans, vous avez dû garder silence sur ce développement. Vous avez aidé donc à développer justement cette souris Logitech. Est-ce que c'est typique pour le CSEM de contribuer et de ne pas pouvoir en parler au public? Bien sûr, c'est une grosse frustration de mes collègues de la communication. D'un côté, on travaille avec des acteurs privés qui, pour la plupart, viennent avec des spécifications, avec des connaissances qui leur sont propres. Et donc la confidentialité est une de nos grosses forces. On est capable, comme ça a été le cas avec la souris Logitech, pendant 10 ans, eh bien, ne pas en parler à personne. Et puis, seulement ensuite, lorsque le client nous donne l'autorisation, de communiquer là autour. Et on a de nombreux projets, et très souvent, malheureusement, les plus intéressants, qui doivent rester confidentiels. Mais on le fait avec grand plaisir parce que ça nous permet quand même de convaincre nos clients de travailler avec nous. Et je crois que c'est un vrai plus pour le CSEM que d'arriver à traiter cette confidentialité de manière très professionnelle. Aujourd'hui, le CSEM travaille même pour l'espace. Peut-être aussi à cause de votre ancien président du conseil administratif, l'astronaute Claude Nicollier, qui a été donc président du conseil d'administration pendant 16 ans. Maintenant, c'est quelqu'un d'autre. Andreas Rickenbacher, qui est biennois, exactement. Donc, est-ce que Claude Nicollier a influencé aussi
les projets au sein du CSEM? Bien sûr, il a contribué d'une part par son aura, par son énergie, par son optimisme à stabiliser le CSEM, mais aussi dans la première partie de son mandat, il a dû aider mes prédécesseurs aussi, ou mon prédécesseur en tout cas, à redresser la barre. Le CSEM a connu quelques difficultés et puis là, Claude Nicolier s'est beaucoup impliqué avec les autres actionnaires pour redresser la barre et il l'a fait avec beaucoup d'énergie, de passion et c'est quelqu'un de vraiment extraordinaire avec beaucoup d'humilité. Cette humilité m'a beaucoup marqué chez lui. Une bonne chimie entre vous deux? C'était vraiment un plaisir de collaborer avec lui. Et dès que vous lui parlez d'espace, ses yeux s'ouvrent, s'illuminent. Et puis là, pendant demi-heure, il peut vous parler d'un projet ou d'un autre. Il se souvient de chaque date à laquelle il a fait une sortie extravéhiculaire. Il est vraiment passionné par son domaine. Eh bien, c'est quelque chose qui comparte avec vous parce que vous m'avez raconté qu'avec 16 ans, je crois, vous êtes parti à Grenoble un été pour une école d'été sur l'astrophysique. Donc c'est à Bordeaux, effectivement. À Bordeaux, pardon. Et donc, oui, une école d'été. J'ai été passionné par l'astrophysique. Et puis là, c'était tous les soirs, on sortait, on passait la nuit à regarder les étoiles, la constellation. Et puis la journée, on avait quelques cours théoriques sur l'astrophysique et ça m'a beaucoup plu. Alors, d'autres vont en discothèque et vous regardiez avec 16 ans l'espace. Je ne suis pas allé en discothèque à Bordeaux, mais j'y suis quand même allé d'autres fois, je vous rassure. Le CSM a développé donc des vêtements pour les astronautes pour pouvoir mesurer les données biologiques. Alors, c'est des gilets ou comment il faut s'imaginer ça? Il y a eu plein de développements autour du domaine spatial, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart débouchent sur des applications très pratiques. Ces vêtements que vous mentionnez étaient d'abord utilisés pour mesurer, par exemple, la pression artérielle. Et aujourd'hui, on a des applications très pratiques, comme ce bracelet d'Actia, qui est une start-up du CSEM, qui a créé plus de 60 emplois dans le canton de Châtel, qui mesure en continu la pression artérielle. Et pour tous les hypertendus, c'est à peu près 40% de la population mondiale, ça peut être un moyen très pratique de mesurer et de suivre son hypertension. Donc, ce qui est développé dans l'espace finit très souvent dans notre quotidien. Et puis, ces débouchés-là sont utiles pour nous tous et toutes. Alors, dans le Business Talk, nous essayons toujours d'en savoir un peu plus sur la façon dont les invités dirigent leurs entreprises, peut-être aussi leur mentalité. Vous êtes donc le patron de 600 employés, repartis sur 6 sites en Suisse, je viens de le dire avant. Quels sont vos principes de leadership? Qu'est-ce qui est important pour vous? Je pense que déjà, le leadership, ça doit s'adapter au contexte. On ne gère pas une équipe d'ingénieurs comme on gérerait une brigade dans une cuisine d'un restaurant 5 étoiles. Ou des journalistes. Et donc, dans le milieu des ingénieurs, du développement, là, on a affaire à des gens très curieux, des gens très bien formés, des gens intelligents. Et donc, il est important d'avoir une bonne écoute, de bien vraiment comprendre quelles sont leurs problématiques, de ne pas s'exprimer en premier dans les séances, mais d'attendre que tout le monde puisse donner son avis pour ne pas les influencer, de pouvoir convaincre, parce qu'on ne gère pas une équipe R&D avec des ordres. On doit convaincre que c'est la bonne décision qu'on vient de prendre. On doit anticiper au maximum, identifier à l'avance qu'est-ce qui peut se passer, quels seraient les plans alternatifs. On doit avoir un niveau d'empathie qui soit placé juste, c'est-à-dire suffisamment pour avoir une bonne relation avec les collègues, pour pouvoir gagner leur confiance, mais pas trop non plus pour ne pas excuser toutes les déviances ou tous les problèmes qui se poseraient, pour prendre les bonnes décisions. J'essaie de déléguer le maximum, de faire confiance par principe aux collaborateurs, et puis très souvent ça me réussit, et puis parfois on se trompe, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a des regrets, peut-être, des choses que vous avez fait dans le passé, où vous avez dit « Oh là, j'ai mal réagi, là, j'aurais dû réagir d'une autre façon ». Bien sûr, des erreurs, on en fait tous et toutes. Et puis, l'important, c'est d'apprendre. Donc, je crois que c'est Nelson Mandela qui disait que je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et c'est un petit peu la philosophie à suivre. On parle beaucoup d'artificielle intelligence quand on parle d'innovation. Très brièvement, où pensez-vous va le CSEM dans cette thématique? Nous sommes très impliqués, et ça c'est issu de notre ADN, dans l'implication de l'intelligence artificielle proche du matériel. Donc, typiquement dans des appareils portables, et c'est là qu'on va pouvoir intégrer cette intelligence artificielle dans des moyens locaux, avec une très basse consommation, avec une confidentialité meilleure, avec une réactivité plus grande. Donc il y a tout un pan d'intelligence artificielle qui se fait dans le nuage, dans les serveurs. Mais si on veut appliquer l'intelligence artificielle
Par exemple, dans une voiture autonome, il faut que la voiture puisse réagir très très vite. Et donc, il faut embarquer cette intelligence dans la voiture ou dans les dispositifs qui l'utilisent. Et c'est là qu'on peut avoir une vraie valeur ajoutée. Donc, c'est en général dans ces domaines-là que nous avons des solutions qui sont innovatives. Et puis, on laisse les grands pans de l'intelligence artificielle aux acteurs majeurs qui mettent une énergie beaucoup plus grande que nous. Est-ce que vous pensez que ça va beaucoup changer, le CSEM, dans les 10 prochaines années ou 20 prochaines années? J'espère qu'il va continuer à se développer pour avoir un impact encore plus grand sur l'industrie. On sait que l'industrie passe par des moments difficiles et pour moi, elle a absolument besoin d'acteurs comme le CSEM qui aident justement à ce que tous les développements qui sont faits dans la recherche, qui sont nombreux, on investit beaucoup en Suisse dans la recherche de base, dans la recherche appliquée, il faut qu'on soit meilleur pour l'amener dans la main des entreprises pour qu'elles puissent rester compétitives. Et là, on a un petit défi quand même, comparé justement aux États-Unis, à Israël, à Singapour et d'autres pays qui sont peut-être meilleurs dans ce transfert technologique que la Suisse, qui est orientée très très bien en amont de la chaîne de l'innovation. Et solidement, comme fait la Suisse. Nous arrivons déjà à la fin de l'émission. Merci beaucoup d'avoir été ici. Alexandre Pochard, merci pour cet entretien. C'est un plaisir, merci. Mesdames et messieurs, c'était le Commit After Work Business Talk sur Télébilingue. Merci beaucoup pour votre intérêt et à bientôt. Commit After Work. Der Business Talk ist euch präsentiert worden von Commit. HR einfacher, digitaler, schneller und das zu einem unschlagbaren Preis. Und von RIF AG aus eurer Region. Wir machen Qualität sichtbar.